Bonsoir à tous. Ce soir, nous plongeons dans un monde où la beauté pouvait vous tuer lentement. Imaginez, pour ressembler à l'aristocratie médiévale, les femmes appliquaient chaque jour sur leur visage des poudres à base de céruse, une préparation au plomb qui blanchissait la peau, mais empoisonnait le corps sur la durée. Le résultat? Un teint si pâle qu'il finissait parfois par révéler la maladie qu'il cherchait à imiter. Dans cette vidéo, nous allons explorer les rituels quotidiens, les recettes et substances utilisées, mais aussi ce qu'elles racontaient de la société, de la morale et du pouvoir. Avant de vous installer, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner si vous appréciez ce voyage. Et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Je trouve toujours fascinant de voir d'où viennent ces voix invisibles. Maintenant, tamisez les lumières. Laissez un ventilateur ajouter un léger souffle de fond et préparez-vous à découvrir ce que la pâleur signifiait vraiment au Moyen Âge. Chapitre 1. Le langage silencieux de la pâleur. Votre peau, au Moyen Âge, pouvait parler avant même que vous n'ouvriez la bouche. On lisait sur votre visage un message silencieux, presque impossible à trahir. Imaginez, avant qu'on ne vous demande votre nom, votre teint révélait déjà si vous apparteniez au champ ou au palais. Une aristocrate se distinguait tout de suite par une peau claire, fine, presque translucide, comme si la lumière n'avait jamais osé la toucher. À l'inverse, un hâle plus soutenu signalait aussitôt le dur travail extérieur, les journées pliées sur la terre, le dos brûlé par le soleil. Cette fascination pour la pâleur n'était pas un simple caprice de mode. C'était une véritable grammaire sociale, une langue sans mots inscrite dans la chair. Vous pouviez être reconnu comme noble ou rejeté comme laborieux, rien qu'à la couleur de votre visage. Les textes littéraires de l'époque en témoignent. Des poèmes comme le roman de la Rose évoquent sans cesse les femmes idéalisées comme blanches comme neige. D'autres récits, moins poétiques, rappellent par contraste la rudesse des paysans, au visage bruni et tanné. Cette dichotomie entre clarté noble et obscurité paysanne structurait profondément la perception sociale. Pour renforcer cette illusion de distinction, certaines femmes allaient très loin. On raconte qu'il arrivait qu'elles se dessinent de fines veines bleuâtres sur les tempes ou le poignet, comme si leur sang noble devait rester visible sous une peau trop fragile. C'était une mise en scène volontaire de leur délicatesse, une façon de montrer leur éloignement du travail manuel. Même les tableaux et miniatures médiévales reprennent ce contraste. Des seigneurs et des dames au visage clair, posés en pleine lumière, face à des paysans mats et marqués par les ans. Le dessin devenait un miroir fidèle de la hiérarchie. Certains historiens soulignent que cette obsession dépassait la simple esthétique. Elle servait parfois d'argument dans les relations sociales, une sorte de preuve muette que l'on appartenait à une catégorie plutôt qu'à une autre. La peau devenait un élément du dossier invisible mais puissant qui définissait chacun au quotidien. Quand vous croisiez un visage, vous n'y voyiez pas seulement un individu, mais tout un récit intégré. Travail, rang, pureté, fortune. Dans les milieux les plus raffinés, la quête de blancheur tournait presque au rituel mystique. À Florence, dans les familles aisées, certaines jeunes femmes s'isolaient avant un mariage ou une fête importante. Elles passaient des semaines à l'ombre, parfois éclairées seulement par une lumière tamisée de lune, filtrée à travers des vitraux. Leurs servantes appliquaient régulièrement sur leur peau des cataplasmes de lait aigre, de farine de lupin ou de racines broyées. L'idée était simple, blanchir chaque pore comme on blanchit un linge. C'était un travail patient, souvent inconfortable, mais valorisé comme une marque d'honneur. Isabelle d'Este, figure de la Renaissance encore imprégnée de cette tradition médiévale, conseillait même dans ses lettres à d'autres femmes de manger peu et clair, blanc d'œuf, poisson pâle, pain sans croûte. Tout devait contribuer à maintenir un corps qui ne se colorait pas de l'intérieur. Ce régime alimentaire, en plus de l'isolement, complétait l'ensemble du rituel. Car la pâleur ne relevait pas seulement de la cosmétique. Elle impliquait un mode de vie tout entier, une discipline stricte qui marquait la frontière entre la noblesse et le reste du monde. Les codes vestimentaires eux-mêmes prolongeaient ce langage.
Les nobles choisissaient souvent des vêtements sombres, précisément pour accentuer la blancheur de leur visage. Les cols plongeaient largement, exposant le haut de la poitrine et les clavicules, comme si ces zones devenaient les meilleures preuves visibles de leur distinction. Dans certaines régions, il n'était pas rare que l'on juge la beauté, et donc la valeur sociale, à la lumière de ces zones découvertes plutôt qu'au visage seul. La peau, exposée et entretenue, se transformait en vitrine. En vous projetant dans cette époque, imaginez qu'on vous évalue avant même d'entendre votre voix. Vous avancez sur une place, et immédiatement des regards scrutent votre carnation. Ce silence pèse plus fort qu'un mot. Il détermine avec qui vous pouvez échanger, qui daignera vous adresser un signe de tête et qui détournera simplement le regard. Ce code non dit régulait des innombrables interactions sociales, partout, en permanence. Plus qu'un signe extérieur, la pâleur médiévale était donc une clé. Elle ouvrait les portes des alliances. Elle attestait de la distance avec le monde du travail. Elle associait le corps à la pureté religieuse. Car derrière l'esthétique, il y avait toujours l'imaginaire chrétien. La blancheur rappelait celle du lys, symbole de la Vierge, et inscrivait les corps nobles dans une spiritualité supposée plus élevée. La frontière entre le religieux et le social se brouillait naturellement. On en arrive à cette idée. Pour préserver et amplifier cette pâleur, il fallait plus qu'un simple retrait du soleil. Les dames nobles mettaient en place de véritables stratégies quotidiennes, parfois extrêmes, pour discipliner leur apparence. Et c'est justement dans ces gestes, dans ces matières appliquées chaque matin sur leur peau, que les choses deviennent inquiétantes. Car certains de ces produits, loin de protéger, renfermaient en silence la promesse de leur propre déclin. Et dès que l'aube arrivait, ces rituels commençaient, méthodiques, chers, mais aussi dangereux. Chapitre 2. La routine beauté mortelle. Dès les premiers instants de la journée, une mise en scène bien particulière commençait. Dans la chambre assombrie, une servante préparait l'élément central de cette routine, la poudre de céruse. Son procédé intriguait déjà les contemporains. On plaçait des plaques de plomb au-dessus de vinaigre. Leur vapeur les corrodait lentement, produisant une substance blanche que l'on broyait jusqu'à obtenir une poudre fine comme de la farine. Mélangée à de l'eau ou du lait, elle devenait une pâte que l'on étalait méthodiquement sur le visage, le cou et parfois le décolleté. Le résultat immédiat, une surface uniforme, pâle, presque sans pores, qui correspondait parfaitement aux idéaux de l'époque. Certains témoignages de journaux de cour font état de brûlures et d'irritations liées à cette pratique, mais l'effet visuel restait trop précieux pour être abandonné. Le teint obtenu paraissait lumineux, lisse, presque irréel. Beaucoup acceptaient les inconforts, comme le prix à payer pour préserver cette apparence. Derrière les murs des palais, la peau devenait un projet à part entière, entretenu chaque matin, recouvert de couches successives, comme un tableau qu'on repeint sans cesse. Pour compléter cette clarté artificielle, on ajoutait souvent une touche de couleur contrastante, quelques cercles rouges posés sur les joues. Ce maquillage se faisait avec du vermillon, un pigment à base de mercure. Appliqué discrètement, il animait un visage qui, sans cela, risquait de paraître trop cadavérique. Il existait une véritable maîtrise dans le dosage. Trop peu, et l'effet disparaissait. Trop, et le masque devenait caricatural. D'autres, moins adeptes de la céruse, se tournaient vers des alternatives comme les compresses au vinaigre, qui éclaircissaient la peau au prix de brûlures et d'un affinement inquiétant de l'épiderme. Ces gestes n'étaient pas anodins. Les substances choisies introduisaient lentement du poison dans le corps. Le plomb de la céruse enflammait la peau, provoquait ulcères et perte de cheveux. Mais il affectait aussi les organes internes avec le temps. Le mercure du vermillon, lui, entraînait tremblements, troubles de l'humeur et lésions rénales. Les recettes au vinaigre ou à l'ammoniac fragilisaient dans l'épiderme en le rendant perméable aux infections. On attribuait souvent ces maux persistants à des causes mystiques, à des malédictions ou à une humeur mélancolique plutôt qu'à l'usage quotidien de ces mixtures. Ensemble, ces produits entretenaient la blancheur et la vivacité des visages, mais grignotaient la santé de l'intérieur. Dans plusieurs régions d'Europe, ces secrets circulaient comme de vrais trésors d'alcôve. À Venise, de petites formules se transmettaient dans certaines familles depuis des générations, jalousement conservées.
En France, quelques recettes faisaient intervenir de la farine de lupin. En Allemagne, on utilisait des poudres issues d'os calcinés. En Espagne, on broyait coquillages et écailles d'huîtres. Chaque ajout promettait un effet renforcé, mais la base restait similaire, obtenir un masque pâle que la société interprétait comme noble et raffiné. Les analyses modernes de certains squelettes issus de sépultures aristocratiques confirment ce que les textes laissaient pressentir, des niveaux bien plus élevés de plomb et d'autres métaux lourds dans leurs os. Les symptômes décrits par diverses sources, douleur, paralysie partielle, affaiblissement graduel, correspondent tout à fait à une intoxication chronique. Dans les récits des contemporains, on trouve des allusions à des dames mystérieusement épuisées, des visages figés, des membres engourdis. Cette réalité, dissimulée sous le faste des habits, apparaissait lentement, en silence. Les hommes n'étaient pas totalement épargnés. Certains aristocrates adoptaient eux aussi ces artifices, mais en version plus légère. Une fine couche de poudre permettait de masquer une barbe mal entretenue ou de dissimuler l'effet d'excès d'alcool. Les portraits d'époque révèlent ce jeu discret, moins ostentatoire, mais toujours lié à la même logique. Améliorer l'image sociale à l'aide de produits qui sapaient en retour la vitalité du corps. Ce qui accentue encore le paradoxe, c'est que des médecins savaient déjà le danger. Ambroise Paré, l'un des chirurgiens les plus réputés du XVIe siècle, avertissait contre ces poudres qui mangent la chair et troublent l'esprit. Ces mises en garde circulaient, mais elles furent peu suivies d'effet, car au sein de l'aristocratie, apparaître sans maquillage au plomb pouvait ruiner une réputation entière. L'obsession collective était plus forte que la connaissance médicale naissante, et les risques continuaient d'être minimisés. Au fil des années, ces visages maquillés prenaient une allure étrange. La peinture masquait les fissures, mais la peau en dessous se fragilisait, s'effritait. Certains portraits montrent un visage blanc, impeccable, quand les mains révèlent des articulations gonflées et des ongles abîmés. Ce décalage visuel illustrait l'artifice derrière le masque, une beauté figée, conservée à grands frais, mais dont la vérité se devinait dans chaque geste quotidien. Même le moment du démaquillage n'apportait pas de soulagement réel. Retirer la céruse et le vermillon nécessitait force-linge imbibé d'eau de rose, de lait ou de décoctions adoucissantes. L'opération irritait encore davantage la peau. Beaucoup préféraient garder la poudre sur le visage toute la nuit, aggravant ainsi les lésions. Dans les inventaires après décès apparaissent des coffrets de toilette remplis de fioles différentes, chacune destinée à soigner un mal que le produit précédent avait provoqué. Le cercle restait sans fin. Cette routine quotidienne montrait bien à quel point les corps devenaient des terrains d'expérimentation, soumis aux exigences d'une mode impossible. La céruse, le vermillon, les compresses, autant d'outils pour dessiner une identité sociale, au détriment de la santé réelle. Pourtant, la blancheur seule ne suffisait pas. Au-delà du teint, d'autres zones du visage faisaient l'objet d'un contrôle rigoureux. Certaines parties avaient leur esthétique propre, dictée par des codes tout aussi stricts et parfois encore plus douloureux. C'est là que se déployait une autre obsession, tout aussi révélatrice des idéaux médiévaux. Chapitre 3. L'obsession du front dégagé. Le front, dans les cours médiévales, n'était pas une simple zone du visage. C'était un signe social, presque une surface codée à déchiffrer. On le voulait large, dégagé, lumineux. Ce n'était pas seulement une question d'équilibre esthétique. Un grand front incarnait l'idée d'intelligence, d'érudition et même de pureté spirituelle. Dans les regards de l'époque, un front étroit pouvait trahir des origines modestes, tandis qu'un front haut inspirait immédiatement respect et crédibilité. Au XIVe et XVe siècle, cette obsession a atteint un véritable apogée, transformant les visages en symboles visibles d'un rang social et moral. Pour afficher cet idéal, les méthodes variaient entre la discipline quotidienne et des gestes plus extrêmes. La première étape consistait souvent à épiler intégralement les sourcils et à repousser la ligne des cheveux. Vous imaginez le rituel. Des pinces métalliques arrachant les poils un par un. Des rougeurs qu'on recouvrait ensuite, encore une fois, de poudre blanchissante. Certains textes mentionnent aussi
des recettes plus expéditives, à base de chaux vives ou d'arsenic, mélangés à d'autres substances. Il ne faut pas les comprendre comme des pratiques universelles, mais comme des solutions rapportées dans certains traités médicaux ou cosmétiques. Douleurs, brûlures et cicatrices accompagnaient parfois ces préparations. D'autres procédés, aujourd'hui encore surprenants, étaient utilisés pour obtenir cet effet de front lisse. Des récits tardifs laissent entendre que, dans quelques milieux aristocratiques, on appliquait des sangsues sur la lisière des cheveux pour affaiblir les follicules. L'opération était risquée, gonflement, infection, fièvre. Mais le but comptait davantage que l'inconfort. Car un front qui s'élargissait sous ses souffrances n'était pas seulement de la peau mise à nu, c'était la preuve tangible d'avoir franchi le seuil de la contrainte et de la discipline, un sceau social écrit directement sur le corps. Les coiffures accompagnaient ce choix esthétique. Les cheveux étaient tirés vers l'arrière avec force, maintenus par des filets ou des bandeaux serrés. Cette traction constante accentuait encore l'étendue du front. Certains témoignages médicaux parlent de bandeaux irritants, conçus pour affaiblir les racines capillaires. Ils favorisaient la chute des cheveux et accentuaient l'impression de dégagement. Ces dispositifs provoquaient douleurs, escarres et risques d'infection. Mais ils avaient qu'est-ce leur place dans les coffrets de toilette des nobles. Un signe de plus que le front n'était jamais une affaire secondaire. Le hennin, cône spectaculaire porté par de nombreuses aristocrates au XVe siècle, traduisait à lui seul cette logique. Ce n'était pas qu'un caprice vestimentaire, en plaçant un volume élancé au-dessus de la tête. Il donnait au front une importance accrue, l'encadrant comme une façade monumentale. Certains atteignaient plusieurs dizaines de centimètres, parfois bien plus, nécessitant des armatures complexes. On trouve dans les chroniques quelques anecdotes frappantes, comme celle d'une jeune noble dont le hennin prit feu au contact d'un chandelier. L'événement est bref, mais il illustre combien cet objet, à la fois fragile et ostentatoire, mettait en jeu le corps féminin dans l'espace public. Les hommes de haute lignée ne restaient pas en retrait. Leur rapport au front s'exprimait différemment, mais toujours dans la même logique de distinction. On observe dans les portraits des ducs de Bourgogne, par exemple, des cheveux coupés très courts à l'avant, dégagent un front large et convexe. Certains auraient même recours à l'épilation des tempes pour donner une impression de pureté et d'ordre dans les lignes du visage. Ce front haut devenait aussi une marque d'autorité et de maîtrise, chargée d'une valeur politique aussi bien qu'esthétique. Cette obsession n'a pas échappé aux critiques. Des prédicateurs médiévaux dénonçaient vigoureusement ces manipulations corporelles. Pour eux, les femmes qui s'arrachaient les sourcils ou redessinaient leurs lignes capillaires altéraient l'œuvre divine. Certains sermons fustigeaient ces fronts rasés par vanité, comparés à des champs dépouillés de leur herbe. Mais ces invectives atteignaient rarement leur cible. La pression des pairs, l'exigence des cours, l'inertie sociale étaient bien plus fortes que les reproches moraux de l'Église. Et malgré la douleur et les risques, cette pratique persista presque 2 siècles. Les conséquences médicales n'étaient pas négligeables. Épilation répétée, irritation due à la chaux, brûlures causées par des recettes agressives. Tous ces gestes fragilisaient durablement la peau. Les coiffes trop serrées entraînaient des migraines chroniques et des pertes de cheveux irréversibles apparaissaient dès la maturité. Des analyses de restes funéraires aristocratiques montrent d'ailleurs des lésions osseuses et des inflammations associées à des traumatismes répétés de la région frontale. En clair, l'obsession laissait une signature biologique visible encore des siècles plus tard. Malgré tout, le front large, lisse et dégarni persista comme un emblème. Lorsqu'on abordait une femme à la cour, son front ne servait pas seulement à juger son apparence physique. On y lisait son rang, son éducation, sa piété supposée, sa discipline dans l'entretien de son corps. Il devenait une véritable surface morale. Chaque centimètre gagné sur la ligne capillaire résonnait comme un pas de plus dans cette mise en scène sociale. Et tandis que le front exposé représentait la sagesse et la noblesse du visage, il ne fallait pas oublier ce qui descendait juste en dessous. Car les cheveux, eux aussi, racontaient une histoire particulière, tout aussi intime et tout aussi codée. Chapitre 4. Les cheveux, couronne invisible. Dans les cours aristocratiques,
La chevelure formait ce que certains appelaient une couronne invisible. Elle n'était pas seulement un détail esthétique, mais un signe social et moral d'une importance comparable aux vêtements ou aux bijoux. Pour une jeune noble, laisser voir de longs cheveux libres revenait à proclamer sa virginité. Cet état disparaissait aussitôt après le mariage. La chevelure passait alors sous des voiles superposés, symbole attendu d'humilité et de retenue. Le contraste marquait brutalement le passage d'une étape de la vie à l'autre. Dans la hiérarchie de la beauté, la blondeur occupait une place remarquable. Elle représentait la jeunesse, la clarté et une forme d'innocence presque sacrée. Les recettes pour éclaircir les cheveux circulaient avec soin, transmises entre femmes comme des petits secrets de famille. Plusieurs d'entre elles reposaient sur des ingrédients accessibles, mais exigeaient patience et endurance, infusion de camomille, décoction de safran et parfois usage d'urine fermentée. Certaines se mêlaient à du jus de citron ou à de la cendre, puis devaient reposer des heures entières sous un soleil direct pour activer leur effet. Le rendement dépendait de la qualité du mélange. Cela pouvait donner un reflet doré très prisé, mais parfois un jaune terne accompagné de brûlures du cuir chevelu. Celles qui n'avaient pas naturellement les cheveux clairs inventaient d'autres ruses. On cousait des mèches blondes véritables à un voile, ou bien on utilisait des postiches réalisés en soie teinte. Les inventaires de grandes familles révèlent que de tels accessoires se vendaient très cher, preuve que le commerce autour de la chevelure constituait une économie en soi. Dans certaines demeures, on conservait même des coffres entiers de mèches soigneusement triées par longueur et couleur. Chaque tresse devenait une ressource à manipuler, parfois aussi précieuse qu'un bijou discret. Les coiffes aristocratiques prenaient des formes spectaculaires. Le hénin, ce cône rigide recouvert de tissus précieux, fit partie des plus reconnaissables. Certains modèles dépassaient plusieurs dizaines de centimètres et variaient selon les cours européennes. Leur hauteur signalait immédiatement le rang. Plus ils semblaient extravagants, plus l'autorité de leur porteuse était visible. L'art consistait à les fixer avec précision. Des servantes passaient de longues heures à tendre les bandelettes, glisser des épingles et maintenir l'ensemble droit. Cette traction constante pouvait entraîner de véritables migraines ou une perte de cheveux par zone, ce qu'on appellerait aujourd'hui une alopécie de traction. L'effet social, lui, ne se discutait pas. Cette construction capillaire disait silencieusement où se situait la femme dans la hiérarchie. La coiffure servait aussi de manifeste politique. Dans certaines situations, il suffisait d'imposer à une femme de quitter ses voiles complexes ou de porter une coiffe plus simple pour signaler publiquement la disgrâce de sa famille. À l'inverse, lors des mariages prestigieux, les entrées en ville révélaient des chevelures couvertes de filigranes d'or, de perles ou de rubans. Ces démonstrations rappelaient que la coiffure n'était pas une futilité, mais une déclaration officielle de prestige, presque une proclamation d'honorabilité visible dans l'espace public. L'entretien quotidien demandait beaucoup de temps et d'ingéniosité. Les cheveux étaient régulièrement lavés à l'eau de pluie recueillie, considérée comme plus légère que celle des puits. Certains bains de bière passaient pour donner du volume. Des applications de jaune d'œuf pour renforcer la brillance. Dans les maisons aisées, on mélangeait graisses animales, moelle de bœuf ou décoctions de plantes dans des préparations longues à conserver. L'odeur n'était pas toujours agréable. Les servantes travaillaient souvent avec des mouchoirs parfumés, mais on jugeait indispensable de maintenir la vitalité capillaire. Les cheveux courts, en revanche, portaient une autre charge symbolique. Ils servaient de sanction. Couper une chevelure représentait une mise à nu brutale, utilisée pour punir l'adultère ou marquer l'humiliation d'une femme tombée en disgrâce. Volontairement cette fois, certaines mystiques choisissaient de se raser les cheveux en signe de renonciation au monde. Dans un cas comme dans l'autre, la perte de longueur signalait un changement existentiel fort, une rupture lisible par tous. Au quotidien, même les gestes les plus simples autour des cheveux étaient codifiés. Effleurer une mèche en public pouvait passer pour une marque de douceur ou d'élégance, tandis que tirer ou manipuler ses cheveux brusquement risquait d'être interprété comme un signe de colère. Il était jugé essentiel de donner l'impression que la coiffure tenait naturellement, sans effort apparent.
même si l'on souffrait de la tension des épingles depuis l'aube. La discipline se décrivait jusque dans ses détails. Les hommes, eux aussi, étaient jugés à travers leur chevelure. De jeunes nobles apparaissaient souvent coiffés de boucles entretenues et lustrées, parfois maintenues discrètement par des filets. L'image transmise dans les portraits était calculée. Vitalité, santé et richesse. Pour ceux dont les cheveux commençaient à se clairsemer, il restait les poudres végétales ou de fines perruques pour maintenir l'illusion. Là encore, l'apparence prenait le dessus sur la réalité physique. L'artisanat qui entourait ces pratiques se développa fortement dans les villes. Les ateliers produisaient des peignes sculptés en ivoire, des épingles d'argent serties de petites pierres, et même des miroirs adaptés pour contrôler l'arrière de coiffures complexes. Ces objets accompagnaient la vie matérielle des élites comme des accessoires à la fois fonctionnels et symboliques. Leur présence dans des inventaires après décès suffit à montrer combien l'attention portée aux cheveux dépassait le simple souci hygiénique. Enfin, les représentations religieuses reflétaient à leur tour cette fixation. Les saintes étaient peintes avec des chevelures extraordinaires, offertes à la dévotion. Marie-Madeleine, souvent figurée couverte de ses propres cheveux, incarne l'ambiguïté, beauté fascinante et inquiétude morale à la fois. Ces images confortaient à l'idée que la chevelure n'était pas qu'un attribut esthétique, mais un langage spirituel et social. Naturellement, cette obsession entraînait ses revers. Les applications répétées de produits parfois corrosifs fragilisaient les fibres. Les coiffures trop serrées créaient des céphalées chroniques et des zones de calvitie. Les inventaires mentionnent parfois des boîtes entières de remèdes destinés au cuir chevelu, laissés comme témoignage de combats jamais gagnés contre ces contraintes. Les cheveux étaient décorés, magnifiés et surveillés, mais aussi malmenés et affaiblis. Cette importance donnée à la chevelure met en évidence le rôle du corps comme instrument social. Montré, caché, coloré, serré, chaque action véhiculait une signification. Dans une société où l'on lisait la hiérarchie dans le moindre détail visible, la coiffure pouvait représenter la dignité, ou au contraire, exposer la honte. Ce n'était pas un simple attribut physique, mais une surface investie de toutes les tensions de l'époque. Et pourtant, les cheveux n'étaient qu'un élément parmi d'autres, car après la peau, le front et la chevelure, un domaine plus intime du visage captait encore davantage l'attention. Là, ce n'était pas des ornements tissés ou des pigments appliqués, mais une expression vivante qui servait à juger en silence son interlocuteur. Chapitre 5. L'art du regard noble. Dans les cours médiévales, ce n'était pas seulement les cheveux ou le front qui retenaient l'attention, mais ce qui brillait juste en dessous, les yeux. Le regard devenait un véritable langage. Il ne servait pas seulement à voir, mais surtout à montrer, à convaincre, à séduire ou à dominer. On l'appelait parfois la fenêtre de l'âme, mais il était surtout une vitrine sociale réglée au millimètre. Les nobles apprenaient très tôt à composer avec ce rôle, des yeux grands et clairs, légèrement humides, capables de traduire piété et noblesse en un seul battement de cils. Les traités de courtoisie dictaient même la manière correcte de poser son regard. Pour une femme de haut rang, fixer une personne droit dans les yeux était inapproprié. Ses yeux devaient là glisser doucement, effleurer puis fuir, redescendre vers le sol ou se détourner à demi. C'était tout un apprentissage de nuances. Imaginez, vous êtes une demoiselle. Vous baissez lentement vos paupières, comme si leur poids doublait soudain. Essayez-le, aujourd'hui même. Ce détail crée une image mentale immédiate, une pudeur visible qui, au Moyen-Âge, valait mieux qu'un discours. Trop brusque, et c'était pris pour une nervosité. Trop lent, et l'on risquait de paraître affecté. La perfection se jouait donc dans cet équilibre fragile. Il existait aussi des artifices plus inquiétants. Pour dilater la pupille et donner ce regard ému en permanence, certaines nobles utilisaient des gouttes préparées à partir de belladone. La plante, comme son nom l'indique, promettait une beauté dangereuse. Elle élargissait les pupilles
donnant l'illusion d'un regard constamment fasciné. Mais les risques étaient grands. Troubles visuels, étourdissement, parfois hallucinations. La pratique persistait malgré les dangers, signe que l'image publique comptait bien davantage que la sécurité personnelle. La couleur des yeux faisait partie de cette codification. Le bleu clair représentait la pureté, presque céleste. Les yeux verts, rares, ajoutaient une aura mystérieuse. Quant aux bruns, jugés ordinaires, on les rehaussait parfois par des colliers préparés avec du safran ou des pétales broyés. Ces substances irritaient légèrement la conjonctive, rougissant les yeux et les faisant briller comme s'ils étaient pleins de larmes. Cet éclat humide devenait un ornement à part entière. Ainsi, ce qui aujourd'hui semblerait être une gêne passagère était alors cultivé comme un signe de délicatesse. Le maquillage des yeux devait rester subtil. Le col de l'Antiquité n'était pas absent, mais il se retrouvait rarement dans les cercles aristocratiques occidentaux, trop associés à d'autres cultures. On préférait des poudres locales, comme le charbon de peuplier, ou des jus de baie appliqués finement. Les paupières accueillaient une ombre légère, jamais trop appuyée. Les sourcils, eux, souvent épilés pour dégager le front, encadraient ses grands yeux avec presque rien. Le paradoxe était là. Plus on notait de matière autour des yeux, plus ils semblaient vastes et expressifs. La mise en valeur passait aussi par les cils. On les épaississait avec des recettes étranges, un mélange de miel et de poudre de Galles, ou encore de fines cendres appliquées soigneusement. Le résultat donnait plus de profondeur au regard, mais au prix de paupières lourdes et parfois irritées. L'efficacité se payait en démangeaisons, en infections passagères, mais ces effets secondaires étaient dans nos vues comme des désagréments acceptables. Là encore, le confort n'avait pas de poids face à la nécessité d'apparaître. Un autre élément fascinant était la valeur donnée aux larmes. Dans un monde saturé de codes, pleurer devenait un art. Montrer qu'on pouvait verser des larmes au bon moment prouvait sa sensibilité spirituelle, sa proximité avec le divin. Des récits peints ou sculptés représentaient volontiers les saintes dans un état d'extase larmoyante. Certaines femmes, imitant ces modèles, s'entraînaient à produire des pleurs mesurés. D'autres employaient des ruses, mouchoirs imbibés d'oignons, gouttes d'eau distillées déposées à l'angle de l'œil. Ainsi, une goutte bien placée devenait presque l'équivalent d'un bijou, un éclat qui éveillait admiration et respect. Pour les hommes, les règles différaient. Le regard ne devait pas paraître harassé ou humide, mais concentré et pénétrant. Les jeunes chevaliers s'exerçaient devant des miroirs polis à obtenir cette expression de maîtrise distante, un mélange de fermeté et de détachement. Dans les portraits ducs de Bourgogne, on observe systématiquement ces yeux plissés, ce regard calculé qui trahissait l'exercice répété d'une posture sociale. On ne naissait pas avec ce regard, on l'apprenait, comme une forme de discipline politique. Les problèmes de vue venaient à compliquer ce jeu. La myopie était répandue, mais porter des lunettes en public restait mal vu. Ces objets, rudimentaires et récents, suggéraient faiblesse et désordre. Beaucoup préféraient cacher leur gêne, heurter un meuble ou se tromper de personne, plutôt que de ternir l'image sévèrement contrôlée de leur regard. Les médecins savaient pourtant souligner les dangers des pratiques cosmétiques, collyres toxiques, poudres abrasives, cils fragilisés. Mais les avertissements n'avaient que peu d'écho. La société privilégiait toujours la mise en scène à la santé. Les artistes jouaient un rôle particulier. Dans les peintures de cour ou sur les panneaux votifs, les yeux prenaient une dimension idéalisée, agrandie, humide, d'une clarté presque irréelle. Ils reflétaient l'idéal plus que le modèle réel. Parfois, le portrait offrait au commanditaire le regard qu'il aurait voulu montrer au monde, même si la réalité était bien différente. Des anomalies relevées sur les squelettes, infections chroniques, inflammations oculaires, rappellent la distance entre ces images et ce que les yeux devaient endurer au quotidien. Même les accessoires de mode accompagnaient cette grammaire du regard. Les miroirs étaient là polis avec soin pour ne pas déformer les yeux. Les chapeaux pouvaient créer des ombres flatteuses, et certains voiles transparents révélaient les yeux tout en dissimulant le visage. Ces artifices mettaient en évidence une obsession des yeux qui ne servaient pas tant à observer le monde
qu'à être observés par lui. Ainsi, l'art du regard noble nous montre une société où chaque battement de cils et chaque brillance calculée servait à définir le rang et l'identité. Pendant ces jeux silencieux des yeux, une autre zone du visage restait soigneusement contrôlée, mais d'une manière opposée. Elle n'affichait jamais ce que nous jugerions aujourd'hui le plus naturel. Chapitre 6. Le sourire interdit. Dans les cours médiévales, une règle subtile modelait les visages nobles. Le sourire restait interdit. Si vous regardez les portraits de l'époque, une constante saute aux yeux modernes, lèvres closes, expression figée, aucune dent apparente. Ce n'était pas une limite technique des peintres, mais une convention sociale profondément ancrée. Montrer ses dents était associé aux paysans en liesse, aux fous qui divertissaient la cour, ou même aux démons grotesques dans les fresques religieuses. Pour un noble, ouvrir la bouche en souriant revenait à transgresser une frontière invisible entre distinction et vulgarité. Cette retenue avait aussi des raisons très pratiques. L'état des dents au Moyen-Âge n'incitait guère à les exhiber. Même chez les élites, les sucreries importées comme les hypocras et les fruits confits fragilisaient l'émail. Les fouilles archéologiques confirment une fréquence élevée de caries et de pertes dentaires dès la jeunesse adulte. Plutôt que d'en révéler les marques, on préférait garder les lèvres serrées. Les aristocrates utilisaient parfois des bâtonnets parfumés en bois de réglisse ou de buis pour nettoyer et masquer la laine, ancêtres approximatifs de nos brosses à dents modernes. Mais ces soins, aussi raffinés soient-ils, ne pouvaient éviter les problèmes dentaires récurrents. Ainsi, la bouche close devenait autant une mesure esthétique qu'un réflexe de pudeur. Au-delà de cette explication matérielle, se trouvait une dimension symbolique. Dans l'imaginaire médiéval, les dents découvertes appartenaient au domaine de la transgression. Bêtes affamées, fous moqueurs, figures diaboliques. À l'inverse, la bouche fermée incarnait le contrôle de soi et la chasteté du langage. Les traités de savoir-vivre recommandaient de parler avec retenue, mais aussi de mâcher avec une discrétion extrême, presque en silence. Vous pouvez imaginer une salle de banquet remplie de convives, chacun portant de petits morceaux à ses lèvres, mâchant lentement, dans un effort collectif pour effacer tout bruit. Ce simple geste quotidien prenait des airs de rituel codé. On reconnaissait un véritable noble à sa maîtrise d'expression contenue. Rire avec les yeux, sourire sans écarter les lèvres. L'art officialisait cette convention. Les vierges peintes au Moyen-Âge présentent presque toujours des bouches closes, fines, parfois comme pincées. Les anges eux-mêmes ne laissent entrevoir qu'une ouverture minime, jamais assez large pour dévoiler les dents. Ce langage pictural liait la symbolique religieuse à la norme sociale. Ouvrir la bouche, c'était risquer la tentation et le trouble. La garder fermée, c'était montrer retenue, pureté et piété. Dans les portraits aristocratiques, cette règle se transposait sans nuance. Les dames et seigneurs affichaient des lèvres lisses, contrôlées, érigées en signe de dignité. Les effets se ressentaient jusque dans la vie quotidienne. Rire était admis, mais toujours maîtrisé, encadré. Les jeunes femmes apprenaient même à s'entraîner devant un miroir, à régler l'intensité de leur expression, de peur que les commissures ne s'écartent trop. Une respiration calme, fluide, devenait gage de distinction. Les moqueurs disaient qu'on pouvait mesurer la noblesse d'un individu à sa capacité de rire, sans qu'aucune dent n'apparaisse. Le corps lui-même se faisait instrument d'un langage invisible. Les dépôts archéologiques confirment l'importance de ces pratiques. On a retrouvé de petits instruments de toilette, linge imprégné d'essence, poudre parfumée à base de clous de girofle ou de menthe, qui servaient à entretenir une bouche visiblement soignée mais rarement montrée. L'idée n'était pas de produire un sourire éclatant, mais de rendre cette bouche discrète, inodore, effacée, afin qu'elle ne trahisse pas le reste. La noblesse orale résidait dans la fermeture. Dans l'espace religieux et poétique, la bouche close jouait enfin un rôle proprement esthétique. Les troubadours décrivaient souvent les lèvres féminines, comme des bourgeons prêts à éclore, jamais complètement ouverts. La séduction passait par la promesse contenue, par la suggestion d'un baiser qui n'arrivait pas. Un érotisme discret, toujours modulé,
répondait ainsi à l'idéal de retenue. Chez les hommes, le contrôle prenait une autre forme, une mâchoire fermée mais ferme, traduisant détermination et force maîtrisée. La dent nue, en revanche, restait synonyme d'animalité indigne. Ce silence permanent du sourire rappelait constamment la hiérarchie des comportements. Le peuple pouvait rire largement, les courtisans non. Cette asymétrie marquait une barrière sociale aussi forte qu'un vêtement ou un emblème. Car au-delà des habits, c'est le corps lui-même qui s'imposait comme signe, un masque ordinaire et quotidien. Chaque détail devenait un message. Ici, la bouche fermée disait « Je tiens mes pulsions en réserve, je me plie à la discipline de mon rang, je ne partage pas les débordements du peuple. » Cette discipline des expressions, jointe au code lié à la peau, aux cheveux et au regard, complétait un véritable alphabet corporel de la noblesse médiévale. Mais si ces visages affichaient de retenue et contrôle, d'autres signes se lisaient dans l'ensemble du corps. La silhouette elle-même, avec ses fragilités mises en scène, racontait une histoire tout aussi parlante. Chapitre 7. Le corps fragile comme idéal. Ce qui frappait d'abord, c'était cette idée que la noblesse devait se montrer fragile jusque dans la forme de son corps. Les silhouettes idéales, telles qu'on les voyait dans les cours d'Europe, semblaient délibérément vulnérables. Des épaules tombantes, des bustes étroits, un port légèrement voûté, comme si chaque pas exigeait un effort calculé. On apprenait aux jeunes hommes à marcher en accentuant une cambrure subtile, et aux femmes à cultiver une démarche souple, presque vacillante, symbole visible d'une existence éloignée de toute tâche manuelle. La fragilité n'était pas une faiblesse subie, mais une posture soigneusement entretenue. Parmi les artifices utilisés, les premières deux formes de gaine rigide occupaient une place centrale. Dès le XIVe siècle apparaissent les cottes hardies, ancêtres des corsets victoriens, mais bien différents dans leur fonction. Ces bustes en bois ou en métal recouverts d'étoffe ne cherchaient pas à resserrer la taille de façon extrême. Ils servaient plutôt à maintenir le haut du torse, à relever la poitrine, parfois jusqu'au menton, et à imposer un port droit. Les inventaires de la noblesse française et bourguignonne les mentionnent régulièrement sous le nom de « corps à tenir droite ». Ces dispositifs n'avaient pas la radicalité des corsets du XIXe siècle, mais ils conditionnaient déjà très tôt le corps féminin à se conformer à une esthétique précise, celle d'une stature à la fois rigide et vulnérable, presque hiératique. Cette culture valorisait aussi la maigreur. Dans certains milieux, l'abstinence alimentaire devenait un véritable apprentissage social. Les jeunes filles consommaient des bouillies légères, des légumes clairs, peu ou pas de viande, afin de conserver des formes discrètes. Certaines chroniques rapportent même le port de ceintures de fer sous les robes, censées limiter l'appétit. Au banquet, on montrait l'abondance par la table. Mais il n'était pas rare de voir les convives nobles se contenter de quelques bouchées symboliques. L'apparence de minceur restait prioritaire, bien plus que la réalité nutritive. Dans l'entre-deux, on trouvait parfois des pratiques extrêmes. Un repas copieux pouvait être suivi d'une purge volontaire ou de vomissements discrets, afin de maintenir la ligne attendue. D'autres éléments du quotidien traduisaient cette mise en scène corporelle. 3 illustrations permettent de mesurer l'ampleur de cette logique. Les chaussures à la poulaine, d'abord, souliers allongés jusqu'à 30 cm, obligeant celui qui les portait à avancer avec une démarche hésitante, presque théâtrale. Les mains, ensuite, symbole immédiat de noblesse. Elles devaient rester fines, pâles, aux veines saillantes. Certaines femmes trempaient volontairement leurs doigts dans l'eau glacée pour accentuer cet effet. Élégant, qu'il soit de cuir souple pour les hommes ou de soie brodée pour les femmes, complétait ce rôle en affichant délicatesse et distinction. Enfin, la posture assise. On ne s'installait jamais complètement dans un fauteuil. Une dame effleurait seulement le bord du siège, gardant le dos tendu, comme retenu par une règle invisible. Ces quelques exemples suffisent à montrer à quel point le corps se transformait en théâtre de signes. Mais cette performance n'était pas sans conséquences. Les analyses ostéologiques de squelettes aristocratiques montrent fréquemment des indices compatibles avec ces contraintes. Vertèbres déformées, hanches désalignées, signes de carence alimentaire. Ces marques ne prouvent pas à elles seules un lien exclusif avec les pratiques de mode, mais elles correspondent aux descriptions contemporaines de douleurs chroniques,
de grossesse rendue difficile par des bassins trop étroits, et de fatigue durable. Le corps devenait un champ marqué par les tensions sociales, où l'esthétique imposée s'imprimait jusque dans l'os. Les vêtements amplifiaient encore cette mise en scène. On privilégiait les étoffes délicates comme la soie et le lin fin, qui réagissaient au moindre souffle d'air. Les manches longues et flottantes donnaient l'illusion de bras fragiles et immatériels. Les ceintures, portées lâches, accentuaient l'air éthéré des silhouettes. Tout concourait à créer une enveloppe extérieure qui ne retenait pas la force, mais suggérait la précarité. Ce n'était pas seulement une question de mode, mais une affirmation du rôle social. Se rendre vulnérable en apparence, c'était rappeler que l'on vivait au-dessus du travail physique et de ses contraintes. Les accessoires venaient compléter ce langage. Les éventails légers servaient à souligner les poignets fins tout en cachant discrètement la bouche lors d'un rire ou d'une toux. Les petits miroirs de métal poli permettaient de vérifier à tout moment que l'image demeurait impeccable. Même les bijoux menaçaient de paraître trop lourds. On privilégiait pendentifs fragiles et bagues lâches que les doigts semblaient presque incapables de retenir. Tout était conçu pour renforcer la perception d'un corps instable, délicat, à la limite de se rompre. À cette artificialité s'ajoutait la fragilité réelle, entretenue parfois volontairement. Les médecins de cour, en pratiquant des saignées fréquentes pour conserver la pâleur, affaiblissaient des organismes déjà soumis à des régimes restrictifs. Des potions amaigrissantes, préparées à base de vinaigre distillé ou parfois de mercure, circulaient comme secret de beauté. Elles provoquaient plus souvent ulcères et perte d'énergie que bénéfices réels. Mais l'important n'était pas la santé. L'important était d'inscrire dans la chair le signe visible de distinction, montrer que l'on pouvait se passer de vigueur. Il est frappant de constater combien ce modèle rendait la noblesse dépendante d'une esthétique paradoxale. Garder l'air fragile exigeait un effort constant, des souffrances répétées et une discipline silencieuse. Dans ce monde, la force brute appartenait aux paysans et aux artisans, tandis que l'élite cultivait l'art de paraître faible. Le corps n'était plus un outil, mais un signal social codé. Derrière la démarche hésitante, derrière les mains glacées et les bustes contraints, se cachait un message politique. Notre pouvoir ne dépend pas du travail, mais de notre capacité à nous en éloigner. Et ce message ne passait pas seulement par la vue. Car dans une société où chaque sens participait au jugement social, une autre bataille se jouait ailleurs, plus discrète encore, celle de l'air que l'on respirait autour des corps. Chapitre 8. Le parfum comme bouclier social. Dans le monde des palais médiévaux, l'odeur devint une arme invisible autant qu'un signe de rang. Les nobles vivaient dans un paradoxe constant, afficher une image immaculée, tout en évoluant dans des intérieurs saturés par l'humidité, la fumée, les animaux et les corps rarement lavés. Dans ce contexte, le parfum cessait d'être un simple luxe. Il devenait un véritable bouclier social, un écran invisible permettant de distinguer la haute société du commun. Les gants parfumés offraient une première protection. Fabriqués dans un cuir souple et doublé de soie, ils étaient longuement trempés dans des infusions florales ou herbacées. À Paris, on parlait volontiers de mélange à la rose et à la lavande. En Provence, on préférait le thym, le romarin ou la sauge. Ces gants n'étaient pas seulement esthétiques. On pouvait les porter à ses lèvres pour masquer un souffle, ou les approcher discrètement de son nez lorsqu'on traversait une ruelle encombrée par les odeurs de fumier et de ruisseaux d'égouts. L'objet devint si essentiel qu'il faisait autant partie de l'habillement que la bourse ou le chapeau. Encore plus emblématique était le pomander, cette petite sphère métallique ouvragée, suspendue à une chaîne et remplie d'un mélange compressé de cire, d'herbe et de résine. La chaleur du corps libérait lentement les senteurs. Musc venu de Tartarie, encens d'Arabie, santal des Indes ou poudre d'iris préparée par les apothicaires locaux. Certains modèles possédaient plusieurs compartiments, permettant de moduler les fragrances au cours de la journée. Les récits de cour signalent qu'il n'était pas rare de renouveler ces recettes selon les heures. Un souffle d'ambre et de bois précieux le matin, un fond plus floral l'après-midi,
une note plus marquée de camphre le soir. Chaque moment avait ainsi son parfum attitré, comme une seconde peau invisible. Les vêtements, eux aussi, étaient chargés d'odeurs. Les couturiers glissaient de petits sachets de menthe, de lavande séchée ou de pétales dans les ourlets de robes et de manteaux. Certaines dames allaient jusqu'à faire tremper leurs dessous dans des eaux parfumées, au risque d'irritation de la peau. L'entretien quotidien exigeait la présence de domestiques spécialisés, chargés de renouveler chaque matin ces petites poches odorantes. L'aristocratie tout entière se mouvait donc dans un halo constant, pensé non seulement pour plaire à l'odorat, mais aussi pour éloigner symboliquement l'air impur. Les cheveux recevaient également un soin particulier. On les frottait avec des peignes en bois de santal. On les enduisait de baumes mêlant musc et ambre gris, parfois même d'essences plus coûteuses, obtenues par route commerciale lointaine. Pour les hommes, les perruques, rangées dans des boîtes garnies de poudre parfumée, constituaient un autre réservoir. À peine posées sur la tête, elles diffusaient un parfum reconnaissable, qui participait à l'identité d'un courtisan autant que ses armoiries ou ses couleurs héraldiques. À l'intérieur des demeures, l'enjeu était tout aussi important. Les chambres étaient souvent humides, les lits rarement changés. Pour contrer ces effluves persistants, on disposait des braseros d'encens, des bouquets suspendus de lavande ou de romarin, parfois même des tapisseries entières imprégnées de solutions aromatisées. Dans certaines résidences princières, des dispositifs mécaniques diffusaient en permanence des senteurs, entretenus par des serviteurs affectés à cette tâche précise. Le parfum devint partie intégrante de l'atmosphère domestique, autant qu'un meuble ou un tapis. La conversation, elle aussi, se transforma sous cette contrainte olfactive. On apprenait à articuler sans souffler trop fort, afin de ne pas révéler une haleine chargée. Après les repas, on utilisait des bâtonnets parfumés en bois précieux, où l'on mâchait graines d'anis et pétales de rose. Ces gestes paraissent anodins, mais ils signaient une culture de la retenue et de la dissimulation, typique du raffinement médiéval. Même la vie religieuse fut imprégnée de cette obsession. Dans les églises, l'odeur mêlée de cire, de foule et d'humidité était puissante. Les nobles emportaient d'abord leurs propres coussins imprégnés, voire de petits encensoirs portatifs pour les offices les plus longs. Les chapelets étaient souvent taillés dans du bois parfumé, transformant un geste pieux en expérience sensorielle. Cette convergence entre foi et parfum illustre bien la manière dont l'odeur devint omniprésente, dans les cérémonies autant que dans le quotidien. Les parfumeurs médiévaux occupaient une place singulière, proche des médecins par leur savoir. Leurs recettes incorporaient des ingrédients rares et éloignés, traversant continents et mers avant d'arriver sous forme de poudre ou de résine. Ambre gris, musc, bois d'agar, girofle, cannelle. Ces substances donnaient aux cours européennes une odeur cosmopolite. Certains artisans devinrent célèbres, fournissant régulièrement les familles régnantes. Leur rôle n'était pas seulement d'agrément, ils étaient censés protéger contre les maux invisibles. Car derrière l'esthétique se cachait une peur plus profonde. Les grandes pestes avaient renforcé l'idée que la maladie voyageait par les airs, portée par les miasmes, ces mauvais vents, où se glissaient les germes de la mort. On croyait que respirer de bonnes odeurs formait une barrière protectrice. Les médecins conseillaient pommandeurs et sachets, prescrivant de les tenir près du nez lors des rencontres de foule. Le parfum n'était donc pas seulement un plaisir raffiné, mais une pratique de survie, à mi-chemin entre science et superstition. Cependant, ces protections avaient leurs limites. Certaines essences trop concentrées provoquaient des migraines, des irritations cutanées ou des malaises passagers. Les récits de médecins mentionnent des cas ponctuels où les résines importées déclenchaient des réactions. Mais dans l'esprit des nobles, le désagrément demeurait acceptable comparé à la menace des odeurs jugées mortelles. L'aristocratie préférait souffrir d'un malaise passager plutôt que d'être associée à l'air du commun. Ainsi, le parfum fonctionnait comme une signature invisible. Un noble se distinguait à sa fragrance, véritable armoirie olfactive. Certains seigneurs imposaient même une odeur unique à leurs officiers, créant une identité collective perceptible
avant même la vue ou la voix. Les étapes clés de l'existence suivaient chacune leur rituel. Nouveau-né, frotté à l'huile de rose. Mariage marqué par la violette. Corps funéraire enveloppé de camphre. À chaque passage, une note reconnaissable liait l'odeur à la mémoire. Et malgré toute cette sophistication, le résultat n'était pas toujours celui escompté. Les chroniqueurs signalent qu'aux grandes fêtes, la superposition de parfums créait parfois un mélange lourd, étouffant, pire que les odeurs qu'ils devaient masquer. L'air, saturé de musc, de camphre et de sueur, devenait une expérience troublante plutôt qu'agréable. Cette confusion olfactive symbolise bien l'ambiguïté d'une époque où l'apparat tentait de cacher la peur, sans jamais l'effacer complètement. Vous pouvez imaginer la scène. Un grand seigneur s'avance, enveloppé dans un nuage parfumé qui flotte autour de lui. Avant sa parole, avant ses gestes, c'est cette brume qui vous atteint. Elle trace une frontière invisible entre lui et vous, et rappelle autant l'opulence que la menace du monde extérieur. Mais derrière ce voile odorant se posait une question plus profonde, celle de la valeur morale de cette beauté soigneusement entretenue. Une question que d'autres, à l'époque, n'hésitez pas à transformer en débat spirituel. Chapitre 9. Beauté divine ou tentation démoniaque. Au Moyen-Âge, la question de la beauté ne se limitait pas à des codes sociaux ou esthétiques. Elle s'enracinait au cœur des débats spirituels. Beauté divine ou tentation démoniaque. L'Église développait une relation ambiguë avec le corps. D'un côté, la chair était célébrée comme création de Dieu, reflet de l'ordre céleste. Les cathédrales gothiques ornaient leurs façades de statues aux proportions idéalisées, représentant des saints et des madones d'une harmonie parfaite. Mais ce culte de l'image coexistait avec une suspicion constante envers les artifices féminins et masculins. Pour certains prédicateurs, se farder ou se parfumer revenait à dénaturer l'œuvre divine et à souiller ce temple du corps que l'on devait conserver intact. Cette dualité se retrouvait dans la vie quotidienne. Des sermons condamnaient la vanité avec insistance, mais les mêmes ecclésiastiques acceptaient volontiers des dons des nobles soucieux de préserver leur apparence. Les évêques, figures d'autorité religieuse, arboraient des habits somptueux et des parures coûteuses, tout en invitant les fidèles à embrasser la simplicité. Dans certaines chroniques de curés parisiens, on trouve des anecdotes édifiantes. Une comtesse venait régulièrement se confesser de son goût excessif pour les fards, avant de retourner sans hésiter au faste de ses réceptions. Le discours et la pratique restaient en tension permanente, parfois contradictoires, mais jamais séparés. Les nobles eux-mêmes s'ingéniaient à justifier leur choix. Ils parlaient de nécessité sociale plus que de frivolité personnelle. Ainsi, une duchesse écrivait à sa fille que soigner son allure n'était pas une marque de vanité, mais un signe de respect envers autrui. Les hommes, eux, expliquaient que leur intérêt pour la coiffure ou les parfums relevait d'une hygiène de courtoisie plutôt que d'un goût pour l'ornement. Ces justifications constituaient de véritables stratégies discursives, permettant de concilier code mondain et attentes spirituelles. Cette gymnastique intellectuelle trouvait ses limites dans certains excès spectaculaires. L'utilisation quotidienne de poudre de céruse, par exemple, suscita de violentes réactions. Quelques femmes affirmaient que leur teint blafard provenait d'une vie pieuse, passée en prière à l'abri du soleil. Elles allaient jusqu'à présenter leurs veines bleuâtres comme l'effet de longues heures de recueillement, plutôt que de mélanges toxiques appliqués sur la peau. Une chronique du XVe siècle rapporte qu'un confesseur félicita une noble pour son visage angélique, ignorant que cette pâleur était le résultat de manipulations chimiques. La frontière entre piété sincère et mascarade cosmétique restait floue. L'art religieux participait à cette tension. Les peintures montraient des saintes d'une beauté rayonnante, mais retenue, joues légèrement colorées, cheveux disciplinés, regard brillant, mais toujours une expression d'humilité distante. Les madones apparaissaient coiffées ou voilées avec soin, tout en occupant des poses empreintes d'austérité. Cet équilibre précis servait un double objectif, magnifier l'harmonie corporelle tout en la plaçant au service de la vertu spirituelle. Quand les artistes représentaient des nobles ou des donateurs dans des fresques sacrées,
Ils accentuaient les traits, gommant les imperfections, créant une image publique où cohabitaient piété et élégance. Face à l'ampleur de ces pratiques, les autorités religieuses cherchèrent parfois à canaliser les excès. En 1310, à Paris, un décret tenta d'interdire aux femmes d'entrer dans les églises avec maquillage ou coiffure jugée outrancière. L'édit resta largement ignoré. Bien plus tard, au XVe siècle, le prédicateur Bernardin de Sienne mena dans les cités italiennes de grandes campagnes contre les parures excessives, dénonçant ce qu'il appelait les peintures du diable. Ces prêches enflammés provoquèrent sans même des destructions ponctuelles de phares et de miroirs lors de rassemblements publics. Mais ces élans de rigueur furent éphémères. Sitôt sa voix éteinte, les habitudes reprirent leur cours. Les textes religieux ne facilitaient pas la tâche. La Bible exaltait d'un côté la beauté corporelle, on pense au Cantique des Cantiques, célébration lyrique du corps aimé, et d'un autre, la modération, avec saint Paul qui mettait en garde contre l'importance excessive accordée aux vêtements ou aux ornements. Les commentateurs médiévaux multipliaient les tentatives de conciliation. Certains distinguaient nettement la beauté naturelle venait de Dieu, les artifices étaient beaucoup marqués par le démon. D'autres préféraient opposer l'ornement de l'âme au vernis du corps. Ces lectures divergentes entretenaient une incertitude pratique qui permettait, en somme, d'accommoder toutes les situations. Certaines figures religieuses féminines exploitèrent d'ailleurs cette ambiguïté. Sainte Claire d'Assise abandonna ses biens et ses tissus précieux, mais conserva une dignité sobre dans sa présentation, l'affichant comme marque de respect envers Dieu. La bienheureuse Angèle de Foligno décrivit dans ses visions une Vierge Marie splendide autant que pudique, un modèle de beauté transcendée mais non artificielle. Ces mystiques utilisaient leur apparence comme signe visible d'un lien spirituel. Leur négation de l'ornement était elle-même une manière d'attirer l'attention. Chez les hommes d'église aussi, l'attention était constante. Les cardinaux et évêques, responsables de prêcher la tempérance, apparaissaient vêtus de soie richement teinte et chargés de pierres précieuses. Même un pape comme Pie II remarqua dans ses mémoires les dépenses extravagantes que certains consacraient à leurs étoffes, tout en exigeant de leurs fidèles une ascèse stricte. Mais plus que de l'hypocrisie au sens moderne, il s'agissait d'une culture de l'équilibre fragile entre magnificence liturgique et appel permanent à l'humilité. Ce flottement permettait aux nobles une grande souplesse. Ils adoptaient volontiers des régimes de parure variables selon les circonstances. Heures entières devant les miroirs, avant une fête de cour, puis renoncement brusque à tout artifice lors d'un deuil ou d'un retrait religieux. Cette alternance entre excès et modestie devenait une forme de langage social, capable de satisfaire tour à tour les exigences mondaines et les attentes spirituelles. Le jeu consistait moins à trancher qu'à naviguer habilement entre deux pôles. À la fin du Moyen Âge, ce dilemme n'était toujours pas résolu. La beauté restait prise entre deux lectures irréconciliables, reflet du divin ou masque du diable. Et c'est précisément cette tension qui donnait à chaque visage aristocratique sa complexité, entre lumière et trouble, élévation spirituelle et vanité terrestre. Mais cette tension n'était pas réservée aux femmes. Dans les mêmes cours, les hommes nobles devaient eux aussi se conformer à des codes d'apparence très précis, nourris du même mélange de symbolisme et de contraintes. Chapitre 10. La beauté masculine, l'autre face du miroir. La beauté masculine au Moyen-Âge obéissait à ses propres règles, moins connues, mais tout aussi codifiées que celles des femmes. Pour un noble, il ne suffisait pas de porter des vêtements coûteux ou de se distinguer par ses armes. Son apparence corporelle devait affirmer son rang, jusque dans les moindres détails. La toilette n'était pas secondaire. Elle devenait un rituel quotidien qui imposait sa valeur sociale au regard des autres. Les cheveux constituaient le premier marqueur visible de prestige. Une chevelure longue, de couleur blonde ou châtain clair, était considérée comme signe de pureté et de noblesse. Ceux qui n'étaient pas naturellement dotés de cette nuance recouraient à des techniques d'éclaircissement. Des mélanges de jus de citron et de safran, parfois d'urine coupée de cendres de hêtre, étaient appliqués pour obtenir ces reflets dorés tant recherchés. Ces procédés n'étaient que pas improvisés.
Des barbiers spécialisés se déplaçaient de cour en cour, proposant leurs services et leur savoir-faire. On les consultait comme des artisans du prestige, détenteurs de recettes jalousement protégées. La barbe, tout aussi éloquente que la chevelure, passait par des cycles de mode. Selon la période, elle devait être longue et taillée avec soin, ou au contraire, rasée pour montrer des traits nets. Dans tous les cas, elle exigeait un entretien méthodique. Les instruments de rasage, soigneusement aiguisés, faisaient partie des nécessaires des nobles. On complétait cette routine par l'application de pommades, souvent à base de cire et d'huiles odorantes, qui domptaient les poils rebelles et laissaient un parfum marqué. Le soin de la barbe devenait ainsi un rendez-vous quotidien, une manière de présenter un visage discipliné et digne. Si le visage féminin devait se garder très pâle, les hommes recherchaient une autre nuance. Le teint idéal se voulait légèrement hâlé, comme s'il rappelait des heures passées au grand air à cheval, mais sans jamais rapprocher le noble du paysan exposé tout le jour aux rudes travaux. Pour donner cette impression équilibrée, certains employaient des préparations teintées à base de noix broyées ou d'huile colorée. Le résultat devait être subtil, suffisant pour inspirer respect et virilité, mais sans excès. C'était une mise en scène calculée où même la nuance de couleur du visage portait un message de prestige. L'odeur complétait ce langage corporel. Les parfums masculins se distinguaient volontairement de ceux des femmes. On évitait les bouquets trop doux ou fleuris pour privilégier des fragrances plus denses, musc, ambre gris, notes boisées ou épicées. Ces senteurs fortes soulignaient l'idée de puissance, parfois même jusqu'à l'inconfort de ceux qui entouraient le porteur. Dans les chroniques, on trouve mention de lotions si entêtantes qu'elles faisaient tousser les interlocuteurs, témoignant de l'importance stratégique donnée à l'empreinte olfactive. Porter une fragrance n'était pas un geste intime, mais bien une déclaration sociale perceptible avant même la parole. Les mains, elles aussi, avaient la valeur de symbole. On attendait des nobles qu'elles soient fines, les ongles nets et poliment entretenus. Des coffrets d'entretien contenaient lime et petits instruments nécessaires pour préserver leur élégance. Les gants, en cuir souple ou en soie, n'étaient là pas seulement des accessoires protecteurs. Ils faisaient partie intégrante de cette mise en scène, gardant les mains intactes et accentuant l'impression de distinction. Montrer des mains soignées revenait à rappeler, sans mots, que l'on ne touchait jamais aux travaux de la terre. La toilette n'était pas seulement une affaire d'hygiène personnelle. Elle prenait souvent la forme d'un rituel social. Le bain, en particulier, devint pour certains nobles un espace collectif où l'on recevait des invités accompagnés de musique et de soins. On y discutait affaires et alliances tandis que serviteurs et barbiers s'occupaient du corps. L'eau chaude, les onguents et les massages se transformaient en scènes de représentation. Préparer son apparence équivalait à préparer le terrain politique. Ce raffinement avait évidemment ses revers. Les substances employées agressaient parfois la peau. Les produits de décoloration abîmaient les fibres des cheveux. Les rasages fréquents entraînaient des coupures sujettes à infection. Le recours à des parfums puissants irritait la peau, provoquait migraines et, dans certains cas rapportés, une perte temporaire du goût ou de l'odorat. Les archives médicales évoquent des eczémas tenaces ou des maladies opportunistes liées à la répétition de ces soins. Mais ces désagréments étaient tolérés. Mieux valait souffrir discrètement que de perdre la façade d'élégance. Les représentations artistiques de l'époque donnent une image claire de cet idéal masculin. Visage lisse, traits harmonisés, parfois poussés jusqu'à l'androgynie. Ces portraits gommaient les aspérités pour ne montrer qu'une figure maîtrisée, destinée à incarner l'autorité. La beauté masculine traduisait moins une virilité brute qu'un contrôle complet de soi, une discipline du corps qui équivalait à une démonstration de pouvoir. Bien sûr, des voix s'élevèrent contre ces pratiques. Certains sermons comparaient ces jeunes hommes trop soucieux d'eux-mêmes à des miroirs ambulants, accusant leur vanité de les éloigner de l'essentiel. Mais dans les faits, ces critiques restaient sans effet. Renoncer à l'entretien de son apparence aurait été vu comme un mépris des codes, presque une faute sociale. Chaque détail jouait un rôle, et l'oubli du moindre geste aurait pu diminuer l'autorité d'un seigneur face à ses pairs.
Ainsi, la beauté masculine médiévale ne se réduisait pas à une question de coquetterie. Elle constituait une grammaire silencieuse, transmise par le corps et ses artifices, qui permettait de maintenir une hiérarchie. Le rituel de toilette devenait autant une préparation politique qu'une pratique esthétique, en se construisant chaque matin devant leur miroir ou par l'intermédiaire de leurs serviteurs. Les nobles français, bourguignons ou italiens, fabriquaient une image qui commandait le respect avant même de parler. Et cet usage codifié du corps dépassait la simple apparence. Derrière lui se jouait toute une logique de pouvoir, car la beauté, loin d'être un ornement innocent, agissait comme une arme, un instrument capable d'affirmer, de séduire ou d'exclure. C'est ce rôle politique profond des artifices, pour les hommes comme pour les femmes, qu'il faut désormais observer de plus près. Chapitre 11. La beauté comme arme politique. La beauté, au Moyen-Âge, n'était jamais neutre. Elle fonctionnait comme un outil de pouvoir, intégré à la politique de chaque cour. Derrière une coiffure, un bijou ou un teint, il ne s'agissait pas seulement de plaire. Chaque choix participait à un système où l'apparence validait le rang et imposait l'autorité. On le voyait dans les portraits, qui ne représentaient pas tant des individus que des manifestes sociaux. Un menton trop raide, une couleur déplacée, et déjà la rumeur pouvait naître. L'élite savait que son corps, scruté en permanence, devenait une scène publique où le moindre détail comptait. Cette surveillance était constante. Les cours royales ressemblaient à des théâtres où chaque acteur devait tenir son rôle. Ainsi, le duc Philippe le Bon imposait à ses courtisans des coiffures distinctes selon leur rang. De la même manière, les lois somptuaires vénitiennes allaient jusqu'à réguler la longueur des traînes des robes, assurant qu'aucune marchande ne puisse rivaliser visuellement avec une duchesse. Ces règles, parfois sanctionnées par des amendes, garantissaient un ordre immédiatement visible. L'œil devenait à la fois juge et rappel à la hiérarchie. Les alliances matrimoniales utilisaient ce langage avec une précision stratégique. Les princesses étaient représentées à travers leurs portraits, envoyées comme des promesses diplomatiques. Philippe le Bon accepta d'épouser Isabelle de Portugal en partie parce que ses émissaires vantaient la blancheur de sa peau et la lumière de ses cheveux. Au-delà du charme, il s'agissait d'arguments politiques. On peut imaginer ces portraits voyageant d'une cour à l'autre, transformés en catalogues officiels où chaque cil, chaque nuance devenait une donnée diplomatique. Le corps lui-même servait parfois de manifeste. Lorsque Charles VII reprit Paris en 1437, il imposa à ses proches d'abandonner les coiffures anglaises pour se coiffer à la française. Ce simple changement transforma les visages en étendards vivants. En les regardant, on savait quel camp ils soutenaient. Plus tôt encore, lorsque Louis VII rasa soudainement sa barbe, ses contemporains y virent immédiatement une déclaration après son divorce avec Aliénor d'Aquitaine. Son visage redevenait celui d'un roi autonome. Derrière chaque geste esthétique, on pouvait lire une position politique. La santé, au contraire, menaçait ce rôle. Quand Henri IV d'Angleterre développa une affection cutanée, ses conseillers dépensèrent sans compter pour dissimuler cette atteinte à son image. Car une imperfection chez un roi risquait d'être vue comme un désaveu de Dieu. Les médecins de cour ne servaient pas seulement à soigner, ils devaient maquiller, masquer, maintenir l'autorité visuelle, aussi sûrement qu'un général maintenait la discipline d'une armée. Les cérémonies publiques constituaient l'apogée de cette logique. L'entrée d'un roi dans une ville exigeait des semaines de préparation. Charles VIII, avant son arrivée à Naples, en 1495, fit venir des conseillers italiens pour soigner non ses troupes, mais son allure. Masque blanchissant, teinture de cheveux et accessoires choisis avec soin, toute l'apparition devenait un spectacle politique. Le peuple voyait un visage pur, une peau lumineuse, un souverain au-dessus des hommes ordinaires. L'apparence devait parler d'elle-même avant que la parole royale ne soit prononcée. Les accessoires et les couleurs complétaient ce langage silencieux. Certaines fourrures, l'hermine en particulier, ou des teintes rares comme le pourpre, étaient réservées au plus haut rang. Marguerite d'York dépensa une fortune pour racheter un collier de perles ayant appartenu à sa grand-mère. Le bijou n'était pas seulement beau, il incarnait la continuité d'une lignée,
visible sur son cou comme un titre hérité. Chaque parure devenait ainsi archive historique et signe politique en même temps. À l'inverse, des choix vestimentaires pouvaient exprimer la disgrâce. Après la perte de la Normandie en 1450, les favoris de Charles VII troquèrent leurs tenues flamboyantes contre des habits austères, affichant un visage d'humilité solidaire. Les chroniques notent que, souvent, les courtisans pressentaient leur propre déclin. Ils simplifiaient déjà leur apparence, comme pour préparer le terrain à une chute officielle. Les corps devançaient les destins. Les femmes manœuvraient avec une subtilité particulière dans ce système. Refuser une parure devenait un langage muet, mais audible pour tous. Isabelle de Portugal, après une querelle conjugale, se présenta sans ses perles coutumières, absence immédiatement interprétée comme déclaration de conflit. Dans un monde où la parole publique était souvent interdite aux femmes, elle transformait leur apparence en discours indirect, lisible par les chroniqueurs. Ces logiques étaient même transmises par l'éducation. Les traités de courtoisie enseignaient aux jeunes nobles que le visage doit annoncer ce que la langue tait. Dès l'enfance, un prince apprenait à contrôler sa mise, sachant qu'une boucle déplacée pouvait être perçue comme un affront à son père ou une négligence face aux ambassadeurs. L'éducation esthétique devenait apprentissage politique, aussi crucial que l'escrime ou la lecture des textes latins. À la Renaissance, cette instrumentalisation de la beauté atteignit une sophistication extrême. À Florence, Laurent de Médicis fit appel à des artistes pour conseiller ses courtisans, transformant le portrait en véritable propagande et l'habit en armure symbolique. Machiavel rapporta que César Borgia usait de couleurs sombres pour créer une aura de captivité et de mystère, se démarquant ainsi de ses rivaux flamboyants. L'apparence cessa totalement d'être décor. Elle devint message, calcul, stratégie. Pourtant, déjà, les limites apparaissaient. Avec l'essor des villes et la montée d'une bourgeoisie fortunée, les codes s'effritaient. Les marchands imitèrent les princes, brouillant l'ordre visuel qui séparait jadis les classes. Les lois somptuaires devinrent de plus en plus difficiles à appliquer. L'autorité de la noblesse se voyait contestée jusque dans sa différence esthétique. Dans le même temps, les découvertes médicales soulignaient les effets nocifs des poudres et pigments utilisés à outrance. Enfin, les valeurs humanistes promurent une beauté moins jouée, plus naturelle, qui venait défier la rigidité des conventions médiévales. Cette transition fut lente et marquée de tensions. Les vieilles familles de nobles s'accrochèrent à leurs anciens rituels, voyant dans chaque abandon une faiblesse. Le simple choix d'une couleur devenait sujet de querelle, signe que l'art de se montrer restait encore au centre du pouvoir. Mais le cadre changeait. Ce que le Moyen-Âge avait conçu comme un langage stable de la politique glissait vers une approche plus individuelle de l'esthétique. Et il est utile de se demander aujourd'hui pourquoi cette histoire compte encore. Comprendre que la beauté fut une arme au service du pouvoir aide à lire autrement nos propres images contemporaines. Car derrière chaque idéal corporel imposé se cache non seulement une norme sociale, mais un calcul. Et si ces pratiques appartiennent au passé, leur empreinte physique et symbolique n'a pas disparu. Elle continue de se faire sentir, parfois dans des lieux inattendus, parfois dans des produits dont nous mesurons mieux les risques. Une continuité qui prépare à un constat troublant. Les rituels de beauté médiévaux n'ont jamais totalement disparu, et leurs traces survivent bien au-delà des siècles. Chapitre 12. L'héritage toxique. Certains héritages du Moyen-Âge ne se sont pas effacés avec la disparition des seigneurs ou la chute des châteaux. Ils persistent discrètement, jusque dans nos gestes les plus quotidiens. C'est ce qu'on pourrait appeler l'héritage toxique. L'idéal de pâleur aristocratique en est le signe le plus parlant. Du teint crayeux des dames médiévales au visage poudré de Versailles, puis aux standards modernes de blancheur véhiculés par la publicité et l'industrie cosmétique. Le lien entre peau claire et statut reste inscrit dans l'imaginaire collectif. La valeur symbolique a évolué, mais l'association visuelle n'a jamais disparu. Les substances elles-mêmes trahissent cette continuité. Le plomb, jadis la base de la céruse, n'appartient pas seulement aux grimoires anciens. On le retrouve encore aujourd'hui dans certains produits artisanaux ou cosmétiques non réglementés, avec des taux jugés préoccupants par les organismes de santé.
Le mercure, autre poison répandu au Moyen-Âge sous forme de pigment rouge, circule encore dans certaines crèmes éclaircissantes illégales en Afrique ou en Asie. Ces recettes perpétuent les mêmes risques, longtemps après que les médecins ont dénoncé leurs effets délétères. Le vieux rêve de transformer son apparence par des toxiques subsiste, masqué par des emballages modernes. Même nos routines les plus banales rappellent d'anciennes pratiques. Lorsque nous uniformisons un teint avec un fond de teint opaque, nous répétons en quelque sorte le geste des nobles qui masquaient leurs défauts de peau sous la céruse. Lorsque des sourcils sont épilés et redessinés, c'est une résurgence directe de la mode médiévale qui valorisait le front lisse, élargi artificiellement. Quant aux highlighters utilisés pour accentuer la lumière des pommettes, ils font écho aux perles broyées qu'on appliquait jadis comme poudre réfléchissante. Derrière l'innovation, on retrouve toujours l'ancien objectif. Sculpter le visage pour lui faire dire quelque chose de socialement valorisant. Cet héritage ne tient pas seulement aux produits, mais surtout aux mentalités. L'association entre beauté et fragilité, si propre à l'aristocratie médiévale, teinte encore nos représentations. Les silhouettes très minces, aux clavicules marquées, prolongent cette tradition du corps perçu comme délicat, presque vulnérable. Les injonctions contradictoires auxquelles les femmes sont confrontées, apparaître solides mais légères, naturelles mais impeccables, rappellent les tensions d'autrefois, une noblesse qui devait concilier ostentation et piété, séduction et retenue. Ce cadre mental a été repris et adapté par l'industrie moderne. Les slogans actuels vantant la peau de porcelaine ou la pureté cristalline rappellent, presque sans variation, les termes des anciens manuels de beauté. Les images publicitaires reprennent le vocabulaire ancien pour vendre des promesses sociales. Une peau parfaite, censée ouvrir des portes. Comme au siècle passé, la santé reste reléguée et la transformation artificielle conserve sa fonction principale, produire une apparence valorisée aux yeux des autres. Nos technologies contemporaines prolongent elles aussi le langage des cours. Les filtres numériques proposés par les réseaux sociaux lissent la peau, agrandissent les yeux, corrigent la symétrie du visage. Si vous comparez un selfie retouché et un portrait médiéval idéalisé, la ressemblance est frappante. Absence d'ombre, traits adoucis, absence de défauts. Nos écrans sont devenus les ateliers numériques, où l'on construit les visages que l'on veut montrer au monde. En réalité, les filtres accomplissent pour tous ce que les peintres de cour faisaient, pour quelques-uns. Donner une version améliorée de l'individu, plus séduisante que le réel. La continuité se voit aussi dans la répartition des attentes entre les sexes. Là où les nobles médiévaux entretenaient leur chevelure et leur parfum comme symbole de pouvoir, les hommes modernes dépensent dans des gammes entières de soins capillaires, de barbes sculptées, ou même de chirurgie esthétique pour renforcer une mâchoire. Le corps masculin, autrefois codifié comme vitrine sociale, connaît de nouvelles pressions qui rappellent celles imposées à ses ancêtres. Ces héritages ne sont pas seulement matériels ou culturels, ils laissent des traces dans la santé mentale. Anxiété face à l'image, régime drastique, troubles alimentaires ou dysmorphophobie, autant de symptômes d'une pression sociale ancienne qui s'est renouvelée. Les jeunes qui cherchent à ressembler à un modèle filtré reproduisent, sans le savoir, le mécanisme médiéval, se mettre en danger pour appartenir à une norme inaccessible. L'outil change, mais le principe reste. L'apparence comme valeur plus forte que le corps réel. Certes, des mouvements s'efforcent aujourd'hui de contrer ce cadre hérité. Les courants body positive revendiquent une autre relation au corps, une mise en valeur des diversités plutôt qu'une seule norme. Mais même ce discours mobilise des concepts proches de ceux du passé. On valorise l'authenticité et le naturel, des notions déjà convoquées au Moyen-Âge, sous les noms de pureté et de simplicité. Les termes changent, mais le débat reste ancré dans des structures anciennes. L'industrie du luxe continue de cultiver sciemment le lien avec l'imaginaire aristocratique. Des campagnes publicitaires reprennent l'esthétique des portraits peints. Des packagings évoquent les recettes anciennes. Et des noms de produits rappellent les cours royales. Même les musées, en exposant les miroirs en argent, les peignes d'ivoire ou les fioles d'onguent, participent à renforcer cet héritage.
Leur présentation comme objet d'art suscite admiration et désir, et imprime l'idée que ces idéaux conservent leur valeur. La médecine esthétique moderne oscille, elle aussi, entre rupture et continuité. Elle condamne les poudres de plomb et les recettes au mercure, mais elle propose d'autres solutions pour répondre à des désirs toujours semblables. Laser, injection ou implant prolongent une quête ancienne, modifier la surface du corps pour mieux s'inscrire dans les codes d'une époque. Le langage technologique change, le vieux rêve d'un visage recomposé demeure. Régions du monde et cultures traduisent différemment ce legs. En Asie, la blancheur reste un signe social très recherché. En Afrique, des crèmes éclaircissantes, interdites mais diffusées, rappellent directement les mélanges médiévaux. En Occident, les filtres numériques et la chirurgie occupent ce terrain. Chaque société adapte le même vieux schéma, l'apparence comme passeport social. Ce constat est prolongé par l'archéologie. Les analyses chimiques pratiquées sur des squelettes montrent encore, des siècles après, les traces de plomb ou de mercure absorbées à travers les cosmétiques. Les os portent les preuves visibles de ce que signifiait être beau au Moyen Âge. Non seulement une apparence à maintenir, mais un poison lent, inscrit jusque dans la matière du corps. Aujourd'hui, de d'autres façons, nous inscrivons encore nos idéaux dans la chair, dans les esprits, dans les images. Et vous, ce lien ancien entre beauté et statut social vous surprend-il? Partagez votre point de vue en commentaire, car cet héritage soulève une question essentielle sur ce que nous acceptons de faire de nos corps et de nos images. C'est là qu'apparaît une autre vérité, bien plus troublante encore. La beauté n'a jamais été une quête innocente, mais souvent un chemin semé de dangers invisibles. Conclusion. Ces visages et ces corps que nous avons parcourus racontent un paradoxe simple et redoutable. La beauté servait de langage social, mais obligeait à s'exposer à des choix risqués pour exister dans la hiérarchie. Soins, maquillage, accessoires, chaque détail devenait signe de pouvoir, au prix de la santé. Et vous, parmi toutes ces pratiques, quel détail vous a le plus surpris ou marqué? Dites-le en commentaire. J'adore lire vos réactions et vos souvenirs d'écoute. Pensez aussi à vous abonner si vous aimez ces voyages dans le passé. Maintenant, tamisez la lumière, respirez lentement et laissez retomber ce murmure venu du Moyen Âge.